Et voilà. J'oublie toujours de le caler. Tu devrais le mettre dans la matinale, dans ton... Et là, il y a une place, je crois. Ouais, tu programmes. Bonjour. Bonjour. J'aime beaucoup votre coupe de cheveux. Ah bah oui, mais c'est pas, nous ne recevrons pas n'importe qui aujourd'hui. Vous allez voir, Christophe. Nous recevons une styliste, une fashion victime. Non, juste je représente mon métier, c'est tout. Bah, c'est très bien. Elle est pâtissière boulangère. Voilà, Non, pâtissière mais c'est boulangère. génial. Ah, cool. Ah, c'est magnifique. Après, elle nous fait une coupe à 10h30. Si vous voulez, vous avez une tondeuse, vous faites des petits dessins. Excusez-moi, on parlait en antenne avec l'une des invitées du bar de l'économie. Bonjour Florence. Bonjour Christophe, Désolé, bonjour à désolé, tous, j'ai bonjour pas à allumé votre tous. micro. Voilà. Parce que je disais qu'elle avait une coupe de cheveux, mais magnifique. L'une de mes invités a une coupe de cheveux magnifique. Ben justement, si vous voulez voir nos invités, ben connectez-vous tout de suite, rejoignez-nous sur Facebook, page Bar de l'économie, c'est en vidéo live, en direct, mais sinon bien sûr toujours en FM 98.0 ou la web radio sur internet idfm 98.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi je vous laisse, d'abord. je m'en vais aller. Nous allons parler aujourd'hui de l'artisanat, des métiers de service et de fabrication. Et puis aussi, nous allons entendre une interview sur qui veut la mort de l'ONU. Eh bien, ce sont nos sujets du jour. Bienvenue au bar de l'économie. Et pour parler de tous ces sujets, eh bien, j'accueille Catherine Montesanto. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes la présidente de la Confédération nationale de l'artisanat des métiers de service et de fabrication, la CTAMS du 95. Vous avez un salon de coiffure à Aubonne. D'ailleurs, vous étiez venu nous en parler de votre salon et de la coiffure il y a quelques semaines de cela. Mais avec vous aujourd'hui, on va plus parler de la fédération, de la confédération. On va expliquer un petit peu, on va parler du marché. Êtes-vous plus fort ensemble? On va voir un petit peu ce qui va se passer peut-être pour les commerces de proximité, d'autant qu'il y a le Black Friday qui arrive vendredi, et puis il y a les fêtes bien sûr de fin d'année. À vos côtés, Gaëlle Gérard, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes esthéticienne à Montmorency et trésorière de la CNAMS du 95, mais vous êtes aussi présidente de la Confédération artisanale des instituts de beauté et spa du Val d'Oise, la CTAIB. Donc vous allez nous expliquer un petit peu cette confédération, et puis avec vous, on va parler aussi du marché de l'esthétique, est-ce qu'il se porte bien ou pas. Alors je rappelle, avant nos infos du jour, je rappelle notre grand jeu jusqu'à Noël, à gagner un pack Sérénité Darty par semaine, une solution de sécurité pour 5 de vos appareils sur un an. Pour cela, eh bien, on va vous poser quelques questions sur Facebook. Laissez-nous également vos commentaires et chaque jour, laissez-les chaque jour. Et puis sur la page Facebook, eh bien, chaque semaine, un tirage au sort sera fait et le gagnant sera annoncé tous les lundis matin. Vers 10h, nous retrouverons Pascal Boniface, directeur de l'Institut des relations stratégiques internationales, qui reçoit Romuald Sciorra, avec il a écrit un livre avec Anne-Cécile Robert. Ils viennent de publier Qui veut la mort de l'ONU aux éditions Erol. Et puis nous accueillons aussi Quentin, notre jeune stagiaire pour la semaine. Il est en classe de 3e et avec nous, il fait l'info du jour. Alors première info du jour, Quentin, eh bien grande émotion, nous rendons hommage aux 13 militaires jeunes, trop jeunes, morts dans l'accident de la collision d'hélicoptère au Mali. Ils étaient tous pères de famille ou jeunes engagés ou passionnés. Un hommage national leur sera rendu lundi prochain. L'accident est survenu un peu avant 20h dans le Liptako, dans la région de Ménaka, pendant une opération de combat, l'opération Barkhane. Ils participaient à une attaque contre les djihadistes. S'agissant d'engins militaires, ils n'étaient pas équipés de dispositifs anti-collision, a précisé le général Lecointre. Les boîtes noires ont été récupérées et seront analysées. Il s'agit de l'un des plus lourds bilans humains essuyés par l'armée française depuis l'attentat du Drakkar au Liban en 1983, qui a fait 58 morts. Cet accident porte à 38 le nombre de soldats français tués au Mali depuis le début de l'intervention française en 2013. Cette opération mobilise 4500 militaires au Sahel depuis 2013. Oui, il faut dire qu'au Mali, si les Français n'y étaient pas, eh bien, ce serait le chaos, car nous sommes au niveau opérationnel les seuls à intervenir. Les autres pays interviennent plus au niveau logistique. Seconde info du jour, sécurité, revenus, concurrence déloyale, trop de normes, mais mauvais accords internationaux. Pourquoi les agriculteurs manifestent-ils aujourd'hui autour de Paris, Quentin ? La FNSEA et les jeunes agriculteurs mobilisent
mobilise un millier de tracteurs aux portes de la capitale pour en bloquer les accès. Il est temps que l'argent revienne aux agriculteurs, déclare le secrétaire général de la FNSEA, Jérôme Despey, dans une courte vidéo postée sur YouTube. Déjà, en octobre, les agriculteurs avaient dénoncé l'agribashing, mais il y a eu les premières condamnations d'associations antipécistes et la mise en place de la cellule d'émetteurs qui va recenser et traiter toutes les violences subies par la communauté agricole, dont les instructions sur les cultures et les pillages. Dont les intrusions sur les cultures et les pillages. Aujourd'hui, les agriculteurs contestent les accords de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay. Et avec le Canada, CETA, accord défavorable à l'agriculture française, car ils font entrer dans le jeu des acteurs qui ont des cahiers de charges et des réglementations phytosanitaires beaucoup moins contraignantes que nous. L'État met en place des dissertations qui engendrent toujours plus de charges et qui plombent notre compétitivité, nos revenus et nos filières, critique Jérôme Despey. Les agriculteurs sont pénalisés à l'export, la France importe des produits de moindre qualité à un coût inférieur qui viennent nous concurrencer. Les agriculteurs manifestent aussi contre la loi Egalim, issue des États généraux de l'alimentation. La loi mise en place en début d'année censée rééquilibrer les relations commerciales entre paysans, industriels et distributeurs et fait cesser la guerre des prix des acteurs de la grande distribution, car pour eux aucune retombée, ce qui est confirmé par le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, qui a déclaré le compte n'y est pas quant à la rémunération des agriculteurs. Catherine Monte-Santo, vous voulez réagir? Eh bien, je pense que les agriculteurs comme les artisans font vivre notre pays. Il serait temps qu'on soit tous reconnus et écoutés et remerciés. En fait, vous n'êtes pas assez reconnus, vous non plus, les artisans, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Je ne crois pas. Je pense que nous sommes accablés de normes, de charges, d'obligations et pas assez reconnus comme être un lien social et donner de la joie et du bonheur aux gens qui entendent beaucoup de choses moroses et désagréables. Si les agriculteurs sont plus là, comment va-t-on faire pour manger? Et si les commerces de proximité ne sont plus là, comment on va faire pour bien vivre et sourire? D'ailleurs, vous me faites penser à la journée du Black Friday qui va avoir lieu vendredi. Est-ce que vous savez que finalement, ça a redonné de la vie au commerce de proximité, contrairement à ce qu'on pensait? On pensait que c'était les plateformes Internet qui tiraient leur épingle du jeu. Eh bien, l'analyse est tombée, c'est les commerces de proximité qui en profitent. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une super nouvelle. Et ce qui est merveilleux, c'est que les gens ont enfin compris que, alors on va dire, les plateformes en ligne sont en train de nous tuer, que ce soit par la pollution, que ce soit par leurs interventions, que ce soit par un tas de choses. Allons dans nos commerces de proximité, ce sera mieux. Et on s'y sent très bien. Merci beaucoup Catherine Monte-Santo. Autre info du jour, et non des moindres, suite à l'arrêt du projet Europacity, annoncé la semaine dernière, on vous a passé beaucoup d'interviews dans nos émissions, justement on a laissé tout le monde s'exprimer sur ce sujet. L'arrêt du projet et la mort donc du projet Europacity a été annoncé par le président de la République. Eh bien, Valérie Pécresse, jeudi dernier, présidente de la région Île-de-France, a présenté un grand plan d'investissement de 1 milliard d'euros sur 10 ans pour remonter le moral des Valdoisiens, du coup, et elle propose à l'État de s'engager sur plusieurs points dans 4 domaines: les transports, l'aménagement, l'environnement et la culture. Elle a donc fait une grande conférence de presse. Je ne vais pas détailler aujourd'hui tous les points, j'y reviendrai au fil de nos émissions, mais aujourd'hui, côté transport, Quentin, qu'a-t-elle demandé? Valérie Pécresse demande à l'État la confirmation de la réalisation de la ligne 17 et sanctuarisation de la gare du Triangle de Gonesse sur le Gard pour le Val d'Oise sur la ligne du Grand Paris Express. Elle demande à l'État de s'assurer que le RER-NG arrivera bien sur toutes les branches du RERD d'ici 2021. Elle s'engage à ce que la région Île-de-France ne substitue au fonds interdépartemental de solidarité bloqué par l'État pour financer les projets du Val d'Oise. À soutenir la réalisation du BD du Parisis pour un financement à la hauteur de 50 millions d'euros, Valérie Pécresse propose de renforcer la desserte vers Soisy par un réseau de buis pour faciliter l'accès aux lignes de RER et à la plateforme aéroportuaire de Roissy, et de faire réaliser le prochain T11 Express Ouest, un projet d'art de desserte entre le Bourget, Épinay, Argenteuil et Sartrouville pour 800 millions d'euros.
Concernant l'aménagement du Val d'Oise, Valérie Pécresse, présidente donc de la région Île-de-France, veut lancer le plan Friche, un moyen d'identifier les territoires d'industrialisation en concertation avec les habitants. Nous lui avons posé beaucoup de questions. Nous étions donc en conférence de presse. Plusieurs journalistes et moi-même lui avons posé beaucoup de questions. Écoutez un petit peu nos questions et ses réponses. C'est la une. 1, 2, tu enchaînes. Tu as coupé à 44. Hein, ça peut se faire dans les 5 ans qui viennent. Tout ce que j'ai annoncé, peut se réaliser dans les 5 ans qui viennent. Après, c'est une question de volonté et d'aller vite. Un lycée, c'est 5 ans. Un CPER, c'est 5 ans. Donc c'est l'horizon 5 ans. Mais par exemple, une maison du numérique, ça peut se faire en 2 ans. La scène patrimoniale, elle peut aller très très vite. Donc disons que ce plan est dans un horizon de temps à 5 ans. Voilà. Tout peut être fait, tout ce qui est prévu dans ce plan peut être lancé et réalisé d'ici 5 ans. Un certain nombre de ces opérations ont besoin de l'accord de l'État. Il y a quelques semaines, vous disiez que vous n'aviez pas signé le contrat de plan État-région parce que l'État mettait pas assez d'argent sur la table. Là, vous demandez la main à l'État, vous demandez à l'État de signer. Comment est-ce que ça va se faire? Sachant que vous êtes déjà dans un bras de fer avec l'État pour le contrat de plan État-région à l'échelle de la région de France. Oui, donc attendez, moi je suis une femme confiante. Quand quelqu'un me donne sa parole, je le crois. Et donc, il se trouve que j'ai signé un contrat de plan État-région, un nouveau contrat de plan État-région quand j'ai été élue présidente de région avec l'État, puisque, évidemment, mais ça c'est humain, il y avait eu un petit bourrage d'enveloppe, on va dire, avant les élections régionales. C'est-à-dire que tous les projets intéressants de la région étaient dedans, ce n'était pas l'argent. Nous avons signé avec, à l'époque, Bernard Cazeneuve, un nouveau contrat de plan État-région quand je suis arrivée au gouvernement. Ce contrat de plan État-région, il prévoit que l'année prochaine, pour l'Île-de-France, l'État pour le 5, pour les transports. C'est on 400 fait millions pas d'euros d'émission. indispensables. Il y a à peu près Parce que là, besoin ça de peut être 300 millions pour que les travaux en faut cours être ne s'arrêtent raisonnable. pas. 300 millions pour que les travaux en cours ne s'arrêtent pas. Et 100 millions pour qu'on puisse faire un schéma d'amélioration Non, mais des toi, t'es RER. à côté, tu viens à pied. Qui pense Bah, sinon, tes chiens, ils peuvent pas faire de se passer un schéma d'amélioration des RER? Certainement pas les Valdoisiens qui sont ici, mais pas plus que les autres franciliens. Donc je demande à l'État ces 400 millions, je demande juste à l'État de respecter ses engagements. Et par ailleurs, je commence avec ce plan que j'annonce à donner les orientations qui seront celles portées par la région pour le contrat 2021-2022. Et là aussi, je suis en grand désaccord avec l'État parce que l'État nous a dit qu'il voulait détendre le calendrier du CPER. Mais détendre le calendrier en Île-de-France sur les transports, ça ne veut rien dire. On est à l'heure pour les travaux. Donc ça veut dire qu'en 2020, on aura fini le CPER. Donc si on finit le CPER en 2020, on ne va pas arrêter les travaux en 2021, en 2022. Il faut bien qu'on continue. Et pour 2021 et 2022, nous avons besoin aussi de 400 millions de la part de l'État. Donc c'est pour ça que je suis effectivement en bras de fer. Et c'est pour ça que je pense que tous les élus d'Île-de-France écriront dans les semaines qui viennent à leurs députés pour leur rappeler qu'ils sont députés de la nation et qu'ils doivent faire respecter par l'État ces engagements signés avec les 8,5 millions de franciliens qui prennent les transports en commun. Un petit mot sur la scène patrimoniale, le calendrier. Et au sénateur, bien sûr. Michel Théma. Sur la scène patrimoniale et sur la NCT, peut-être vous rendez la NCT qui sera créée dans le mois qui vient, quel est le calendrier? Qu'est-ce que vous dites? LCT, c'est quoi? La NCT, l'Agence nationale de cohésion. Ah, pardon, excusez-moi. Moi, vous savez, c'est un truc. Oui. Bah, on lui propose de venir dans l'Est du Val d'Oise voir. Vous savez, quand j'ai vu le Premier ministre à Bobigny il y a quelques semaines, il est venu annoncer un plan pour la Seine-Saint-Denis. Je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, on est content qu'il y ait des investissements de l'État en Seine-Saint-Denis, c'est nécessaire, surtout que c'était des projets qui étaient en général des projets qui avaient été reportés de longue date, mais il y a d'autres territoires qui ont besoin de l'aide de l'État et de l'attention de l'État. Et le territoire de l'Est du Val d'Oise est soumis à des urgences sociales qui n'ont rien à envier à celles que connaît le département de Seine-Saint-Denis. C'est le département le plus jeune de France. C'est un département où il y a 40% de taux de chômage dans certains quartiers. C'est un département qui est soumis à une forte pression, et je ne vous fais pas un dessin, c'est le département d'où était originaire la personne, le terroriste qui a commis les attentats de la préfecture de police de Paris il y a quelques semaines.
Il était de Gonesse même. Je ne voulais pas le dire pour ne pas stigmatiser telle ville, mais il était originaire de Gonesse. Donc voilà, si le gouvernement détourne les yeux de la situation du Val d'Oise, eh bien nous, les élus de ce territoire, nous ne pouvons pas le laisser faire l'autruche. Alors la scène patrimoniale, c'est une société d'économie mixte que la région est en train de monter avec la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts, et avec sans doute un ou deux partenaires privés, pour pouvoir financer, à des taux défiant toute concurrence, et faire effet de levier sur des investissements qui sont extrêmement nécessaires pour l'aménagement du territoire. Je pense à l'aménagement des petites gares, qui sont aujourd'hui complètement délaissées, je pense à des maisons médicales, je pense évidemment à des lieux de coworking, parce que quand on est dans le Val d'Oise le 5 décembre, je peux vous dire que c'est compliqué de travailler. Voilà. Donc le coworking, il faut le déployer non seulement à Paris, il faut le déployer en grande couronne. Et pareil, les lieux culturels. Quand je suis arrivée, 70% des crédits de la région allaient à Paris, en matière culturelle, et 14% à la grande couronne. Aujourd'hui, on est à 26% à Paris, et à, j'ai dit ce matin, 35% sur la grande couronne. Vous voyez qu'on a fait un rééquilibrage. Et c'est pas au détriment de Paris, c'est simplement pour dire que, voilà, il faut que tous les habitants aient le même accès au sport et à la culture. Mardi soir, les habitants du Val d'Oise ont fait savoir aux élus qu'ils les soutenaient et surtout qu'ils étaient prêts à descendre dans la rue s'ils n'avaient pas ces 3 milliards d'euros pour surtout 10 000 emplois. C'est ça qui les importe, d'avoir 10 000 emplois. Ils demandent même à ce que les élus reprennent contact avec EuropaCity. Et d'ailleurs, Londres l'Angleterre vient de faire savoir qu'elle était prête à accueillir ce projet structurant. Donc, premièrement, est-ce que vous, les élus, vous allez tous vous unir pour reprendre contact avec EuropaCity et voir ce qu'on peut refaire? Deuxièmement, ils ont contesté la décision juridique parce que ça ne respecte pas les principes de la démocratie. Donc, ils ont demandé est-ce qu'on peut attaquer finalement, est-ce qu'on peut contester cette décision juridiquement? Et donc, troisièmement, est-ce qu'on est incapable en France d'accueillir des projets structurants? Et votre question est essentielle. Et c'est pour ça que je lance cette revue de toutes les friches. Et on commence de l'Île-de-France, mais en commençant par le Val d'Oise. Parce que je veux identifier des terrains sur lesquels on peut dire à un investisseur que vous pouvez investir en toute sécurité juridique. Parce que ça n'est plus possible, vous comprenez bien, qu'un investisseur qui travaille pendant 10 ans sur un projet, qui prend le temps d'aller convaincre tous les élus, et les élus, pardon, on veut dire, ce sont les premiers écologistes du territoire, parce que je connais très peu d'élus qui soutiennent des projets qui vont abîmer un territoire. Donc je pense qu'on ne peut plus dire à un investisseur privé venez investir en Île-de-France si on n'a pas désormais, si vous me permettez l'expression, déblayer le terrain pour lui. Aujourd'hui, quel est l'investisseur privé qui va faire confiance au département du Val d'Oise ou à la région de France pour venir s'implanter en Île-de-France compte tenu de ce qui vient d'arriver? Parce que le problème, vous voyez, moi, le vrai problème, c'est celui du respect de la parole publique. Donc, la question que vous posez est claire. Si le Conseil national environnemental donne un avis négatif à ce projet, il ne pourra pas se faire. Mais le problème qu'on a, c'est aujourd'hui quel autre projet on amène. La région est très modeste de ce point de vue, et le département aussi. C'est pas nous qui allons créer des emplois privés. Et je le dis devant le président de la Chambre, c'est pas nous qui allons créer des emplois privés. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est créer les conditions pour rassurer les investisseurs privés et leur donner le meilleur environnement possible. Ça passe par les transports, indéniablement dans la L'Oise, ça passe par l'aménagement, ça passe par la formation, mais à terme, c'est forcément les entreprises privées qu'il va falloir faire venir. Alors, je n'ai pas répondu, donc c'est pour ça, je veux rassurer tous les investisseurs privés, leur donner ce plan des terrains industriels à industrialiser sur lesquels ils peuvent s'installer et où on sait que ces territoires ne font pas l'objet de recours et que leur projet pourra se faire. Donc ça, c'est notre rôle. Sur le projet EuropaCity lui-même et sur l'aménagement du triangle de Gonesse, vous savez qu'une mission a été confiée par l'État au préfet. Évidemment, nous allons participer à la concertation et essayer d'élaborer un projet sur le triangle. Il faut qu'il y ait un projet sur le triangle. Et si l'État interdit un projet d'urbanisation sur le triangle, il faudra nous dire où est-ce qu'on peut créer des bureaux et de l'emploi dans le Val d'Oise et où est-ce qu'il autorise à en créer.
Les conséquences sociales seraient vraiment extrêmement dommageables pour le territoire. Est-ce qu'on a conscience, vous n'avez pas répondu sur la question d'un projet structurant en France, vu les délais qu'on prend pour mettre un projet et la concurrence internationale. On voit très bien d'ailleurs que... Je peux vous dire que Tesla a hésité entre Berlin et l'Île-de-France. Ils sont partis à Berlin. Là, ils ont vu Europa City, ils ont compris. Je crois qu'on est... Voilà. Ah non, mais c'est pour ça que je fais ce plan friche. Le plan friche, il a c'est bientôt fini. C'est qu'on va identifier des terrains sur lesquels il y avait déjà des usines, il y avait déjà des entreprises. Et ces terrains-là, il faut qu'on les sanctuarise en disant on y remettra des usines, on y remettra des entreprises. Et que ces terrains-là, on n'en fasse pas autre chose. Vous voyez. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on a quand même beaucoup de friches en Ile-de-France. Je pense par exemple à l'usine de Dassault Aviation qui va fermer à Argenteuil. Et qui va heureusement à Cergy, qui reste, et on s'est beaucoup battu pour qu'elle reste dans le Val-d'Oise, elle voulait partir en région. Bon, typiquement, sur ce terrain-là, il faut qu'on puisse imaginer un autre projet. Donc, je veux identifier ces territoires et ces endroits pour qu'on puisse aiguiller les investisseurs, quitte même à ce qu'on leur fasse des packages d'attractivité. Ceci dit, on a autorisé Amazon et tous les détaillants chinois à construire des entrepôts sur les terres agricoles en Val d'Oise. Et là, ça n'a suscité l'affaire de personne. Personne n'en a parlé. Alors, moi, pas en Val d'Oise, mais en revanche, sur Amazon, il y a eu un entrepôt qui a été construit sur l'ancienne base aérienne de Prétigny-sur-Orge. Justement, typiquement, l'ancienne base aérienne de Prétigny-sur-Orge qui a été identifiée comme un territoire à industrialiser. Je pense que dans le futur SDRIF, dans le futur schéma directeur de la région de France, il faudra qu'on fasse une concertation avec les habitants sur quels sont les territoires qu'on accepte de mettre à l'industrialisation. Mais vous savez, c'est quand même la désindustrialisation qui a amené le chômage de masse, qui a amené la paupérisation de nos quartiers et qui a amené la délinquance et le repli communautaire. Hein. Tout ça, c'est très très lié. Donc la question de l'emploi, il faut qu'on la pose. Il faut qu'on la pose au gouvernement. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc Valérie Pécresse, l'entretien de Valérie Pécresse avec les journalistes jeudi dernier, suite à l'arrêt du projet Europa City et donc le grand plan qu'elle annonce, le grand plan d'investissement d'1 milliard d'euros sur 5 à 10 ans. Bien sûr, le tout en soutien avec l'État parce que la région ne peut pas tout faire toute seule. Nous avons également rencontré Arnaud Bazin, ce jour-là, sénateur du Val d'Oise et ancien président du conseil départemental. Voici son point de vue. Bonjour. Est-ce qu'en France, on est incapable de mener un projet structurant qui apporte 10 000 emplois d'un coup? Faut-il 10 ans pour réfléchir à des projets? Est-ce qu'on n'a pas une faute d'avoir pensé notre aménagement, finalement, mal avoir pensé, peut-être mal communiqué, mal avoir pensé notre aménagement pour arriver à des situations de blocage comme celle-ci? Je pense que ça nous interroge surtout sur l'organisation de notre République. C'est toujours la même vieille affaire qui dure depuis 1789 entre les Jacobins et les Girondins. Les Girondins voulant porter la responsabilité de leur territoire et de leur avenir local, et le jacobinisme, on le sait bien, regroupant toutes les décisions à Paris. Mais c'est même pire que ça, parce que là, c'est vraiment une décision qui n'est même plus républicaine, elle est monarchique. C'est un homme qui arrive et qui dit tout ce que vous avez fait pendant 10 ans, et l'engagement de l'État, répété sous 2 alternances politiques différentes, je n'en tiens aucun compte, et moi je décide que non, parce que, alors les motifs allégués sont irrecevables, on pourra y revenir, mais surtout parce qu'évidemment il y a des intérêts politiques à court terme pour les élections municipales et présidentielles, voilà, c'est tout. Vous pensez que la décision, elle est contestable juridiquement de faire quelque chose, comme le souhaitent certains citoyens qui se sont exprimés mardi soir? Je pense qu'il faut au moins explorer cette possibilité, mais il ne faut pas se leurrer non plus, ça peut nous emmener très très loin dans les délais, et nous c'est une urgence sociale que nous avons sur ce territoire. Moi depuis que j'étais élu président en 2011, j'ai pris à bras-le-corps cette urgence sociale en soutenant ce projet, entre autres, parce qu'on sait bien que, la présidente l'a rappelé aujourd'hui, nous avons une population particulièrement jeune et une population particulièrement en difficulté vis-à-vis de l'emploi sur ce territoire. Donc c'était un vrai message d'espoir que nous portions tous ensemble. Donc faut-il actionner des leviers juridiques? On peut le faire peut-être comme forme de barbe d'honneur, je dirais, mais il faut aussi, dès maintenant, comme l'a fait la présidente de région à l'instant, créer tout un écosystème de développement, et la région a pris ses responsabilités en matière de transport notamment, sur ce territoire, pour que les entreprises puissent y venir. Maintenant, pour en revenir à votre question, est-ce qu'on est capable en France de développer des projets d'envergure, avec une volonté d'aucune artificialisation des sols nette? On peut s'interroger, je crois que c'est une simple folie. Nous avons largement encore les moyens
de faire du développement sans mettre en péril l'agriculture et dans notre pays et dans notre département, qui d'ailleurs, au passage, je le rappelle, fait 52% de surface agricole aujourd'hui. Donc pour moi, ce sont simplement des postures idéologiques sans intérêt. Alors il existe, on a une agence de développement, une agence économique de développement en Val d'Oise. Il y a plus de 1200 entreprises étrangères installées. Enfin un lycée international, bonne nouvelle de la part de Valérie Pécresse aujourd'hui. Oui, il y a quelque chose de malheur et bon, ça fait longtemps que nous le réclamions. Je ne vais pas me plaindre de cette annonce, bien au contraire. Je crois que c'est aussi un élément d'attractivité et de développement particulièrement riche. Comme me l'ont dit certains élus, ils trouvent que notre aménagement du territoire a été mal pensé. Finalement, à l'aéroport de Paris a pris toute notre énergie, enfin toute votre énergie, j'allais dire, à vous les élus, ce qu'on a mal pensé finalement et pas assez communiqué sur ce développement possible. Vous savez, je crois que le travail de communication sur, en tout cas, tout l'est du département a été fait. Nous avions à l'époque, je le rappelle quand même, le soutien de l'État, avec l'établissement public d'aménagement de la Plaine de France, qui a fait l'acquisition des terrains nécessaires, qui a mené les études nécessaires. Voilà, c'est simplement qu'au dernier moment, on nous tire le tapis sous les pieds. Donc finalement, c'est un coup politique, c'est-à-dire je calme les Verts, ça voulait dire je calme les Verts, je supprime ce projet, c'est tout? C'est juste en prévision des élections? Il y a certainement eu des influences diverses, notamment des calculs électoraux, comme vous le mentionnez là, sans l'ombre d'un doute. Il y a aussi des intérêts contrariés du département voisin de Seine-Saint-Denis, où il y a des communes qui s'étaient positionnées contre. Peut-être est-ce que leur poids a été important, je le regrette si ça a été le cas. Et puis, il y a aussi des intérêts économiques, peut-être de certains centres commerciaux, voire même de la capitale qui se sentaient menacés et qui l'ont fait savoir. Mais enfin, il faut un développement équilibré de la capitale, de la région capitale, pardon. Nous avons un développement démographique extrêmement important en Ile-de-France. Donc, qu'il y ait de nouveaux centres économiques ne menace pas les anciens. Chacun, aujourd'hui, se sent menacé dès qu'il existe un projet sur un territoire. Il faut en finir avec cette idée-là. Paris ne peut pas se sentir menacé, vu qu'on ne peut plus avoir accès à Paris, les routes sont réduites et les transports sont saturés. On fait comment pour aller faire ses courses? Je suis parfaitement d'accord avec vous, sauf que dans la procédure donc, de communication et de concertation autour du projet, on a vu une hostilité, mais quasiment haineuse de la part des populations parisiennes. C'était hallucinant ce qu'on a entendu. Le mépris de la capitale pour l'Île-de-France, pour le reste de l'Île-de-France, c'était absolument inaudible, incroyable. Alors Arnaud Bazin, vous êtes sénateur. Est-ce qu'au Sénat, vous allez ensemble, tous, autour des élus du Val d'Oise et de la région, négocier, faire pression pour que ce projet avance et crée ces 10 000 emplois dont les Val-d'Oisiens demandent et disent même qu'ils sont capables de descendre dans la rue? Au Sénat, nous votons la loi. Si on nous proposait une loi qui facilite l'aménagement, et Dieu sait qu'on a pris des initiatives en ce sens, et que nous ne sommes pas favorables au courant très très malthusien qui s'exprime aujourd'hui dans le gouvernement, s'il y a des occasions de voter des textes plus favorables, évidemment nous le ferons. En tout cas, moi je les porterai. Et puis nous contrôlons également l'action du gouvernement, nous l'interpellons. Je l'ai fait la semaine dernière sur la question d'Europa City, où j'ai demandé au Premier ministre quel montant il entendait mettre pour faire vivre le projet du triangle de Gonesse, puisque maintenant il n'y a plus d'Europa City, et comment il allait garantir le versement des sommes qu'il entendait y consacrer. La réponse a été un silence absolu sur les deux questions. Merci beaucoup. On fait une toute petite pause musicale et après c'est à vous. Et après, il n'y a plus d'interruption. Après, il n'y a plus d'interruption musicale jusqu'à 10h. Donc là, oui, c'est vrai, on a oublié de baisser. Là, c'est la reprise de Whitney Houston, c'est ça? Ouais, je sais pas. Ouais, si. C'est quoi déjà le titre, s'il te plaît? Il n'entend rien avec son casque. C'est quoi le titre, s'il te plaît? Higher Love. Comment? H-I-G-H. Ah oui, Higher, d'accord, merci. Et donc il y a Whitney Houston et qui d'autre qui chante? Bah, c'est Kygo. Kygo. C'est comme ça qu'on dit? On dit Kygo? Kygo. Comment ça tu connais pas? À ton âge, tu connais pas?
Non. Non, mais attends, ça va. Ça... Laisse-le tranquille. On s'intéresse à quoi à 15 ans? Au fil. D'accord. Fais-nous une liste de sélection musicale. Ah bon, vous voulez? Ah oui. Non, mais puis quoi encore? Ça va pas vous plaire, hein. Bah, pourquoi pas? Il y a des rappeurs qui sont excellents. Bien sûr. En vrai, j'ai Attends. dit qu'ils pouvaient Et qui pas. transmettent des sacrés messages. C'est ça. Bah, fais-nous une sélection pour Bah, demain. Ouais, je vais vous montrer, vous allez voir. Il y a des sons, je suis sûr que vous avez vu. En plus, je vais pas Moi, vous j'adore montrer. l'électro, de toute manière. Non, mais c'est pas du rap, c'est genre du rap mélodique, genre gentil. Et ben voilà, bah, tu nous fais une sélection musicale, comme ça demain on a nos titres. Super. Ça. Mais tu fais ça. Non, mais de toute façon, il faut que ça passe par moi. Moi, tu sais pas ce qu'il est. Non, mais il va nous donner les noms et les titres. Hein. Je vais écouter. Arrête un peu. Il a J'adore. peur. Non, j'ai pas peur, mais bon. C'est le métier que vous voulez faire ou c'est juste pour voir ce que ça donne? Bah moi j'aimerais bien faire chroniqueur sportif. Donc journaliste sportif, tout ça, donc ça passe par une école de radio, on m'a dit, donc voilà. Bah, le journaliste. Bah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Allez, je vais faire de l'humour, donc les actualités, c'est On y entre- va. On va y retourner là, les on voit enfants. les actualités après en douche. Attention. Nous voici de retour au bar de l'économie. Vous avez entendu un extrait du dernier titre de Kygo qui a fait une reprise du titre Higher Love de Whitney Houston. Voilà, vous n'avez plus qu'à aller acheter ce disque si vous voulez écouter la suite. Aujourd'hui, au bar de l'économie, nous parlons artisanat des métiers de service et de fabrication avec Catherine Montesanto, présidente de la CNAMS du 95 et Gaëlle Gérard, esthéticienne, trésorière de la CNAMS du 95 et présidente de la CNAIB. Alors Catherine Montesanto, déjà, resituez-nous un petit peu cette confédération nationale de l'artisanat et des métiers de service, notamment par rapport à la chambre des métiers de l'artisanat, que nos éditeurs comprennent comment ça se situe. Alors, normalement, quand nous ouvrons un commerce, nous artisans, nous devons nous inscrire déjà à la chambre de métier. Et puis après, ce qui serait merveilleux, alors je vais parler pour la coiffure, puisque c'est le métier que je représente, s'inscrire et adhérer à l'UNEC. Comme Gaëlle fait partie de la CNAIB et présidente du 95, je suis présidente de l'UNEC, Union nationale des entreprises de coiffure, du 95, donc organisation professionnelle. Vous avez la même chose pour les cordonniers, vous avez la même chose pour les bouchers, vous avez la même chose, voilà, pour chaque métier de l'artisanat. Et tous ces métiers sont regroupés en une confédération nationale qui est la CNAMS. Et après, au-dessus encore, vous avez l'UDP. Et l'UDP est là avec les autres confédérations nationales pour nous aider dans toutes les démarches, que ce soit les démarches administratives, que ce soit les nouvelles lois, que ce soit tout un tas de choses, parce que souvent, les artisans sont seuls. Et quand ils ont un problème, ils ne savent pas vers qui se tourner, alors qu'il y a plein d'organismes qui sont là pour nous aider, nous défendre, et que nous soyons libres pour exercer notre métier et ne pas avoir la tête pleine de problèmes. Oui, Gaëlle? Gaëlle Gérard. Et surtout, avoir quelqu'un pour nous écouter. L'artisan a toujours un petit problème, que ce soit au niveau des salariés, que ce soit pour les lois ou autre. Donc déjà, d'adhérer à sa corporation de métier, comme moi, les esthéticiennes, et on a plus haut la CNAMS. Mais c'est important d'avoir surtout une écoute pour les artisans. Et puis on a aussi, je pense, besoin un petit peu de chaleur, surtout en ce moment. Alors justement, Catherine Montesanto, dites-nous un petit peu quels sont les métiers dans l'artisanat qui sont regroupés à la CNAMS. Alors ce sont tous les métiers de service. Donnez-nous quelques exemples. Donc, Alors, bon, bien sûr, les salons de coiffure, par les salons de exemple, coiffure, les esthéticiennes. les esthéticiennes, les taxis, les pressings, le toilettage canin. Qu'est-ce que vous avez? Il y a tout ce qui est la couture aussi. Oui, la couture, les vêtements, tout ce qui fait... Alors, Finalement, c'est tout ce qui fait le commerce de proximité, en fait. c'est ça, tout ce qui fait le commerce de proximité, les cœurs de ville, le lien social, parce que quand les personnes âgées sont seules
ou les jeunes mamans seules et qu'elles ne vont pas bien en se levant le matin parce qu'il pleut, et bien quand on va voir un artisan proche de chez elles peuvent discuter, elles peuvent parler, on peut leur redonner la joie de vivre, on peut les faire belles, on peut voilà, leur apporter un petit peu de chaleur. Avant, il y a quelques années, quand il y avait un événement en ville, ben, on se retrouvait tous ensemble, on en discutait, on s'entraidait. Quand quelqu'un avait besoin de quelque chose, on faisait des échanges. Maintenant, ça a l'air un peu plus compliqué. Vous voulez dire que c'est plus difficile de faire également une association de commerçants par ville, c'est ça? C'est difficile à faire vivre? C'est difficile à faire vivre parce que les commerces ont l'impression que s'il y a plusieurs coiffeurs ou plusieurs esthéticiennes, le fait de se regrouper, on va se faire concurrence. Mais pas du tout. Nous n'avons pas la même personnalité, nous ne voyons pas les choses de la même façon et nous sommes tous complémentaires. Ce qui est important, c'est que les habitants restent au cœur de ville. Alors qu'ils aillent chez tel coiffeur ou tel coiffeur, peu importe, du moment qu'ils y trouvent leur compte et qu'on est joyeux, heureux et tous ensemble. C'est très important. Gaëlle Gérard. Ben justement, on le voit dans les centres-villes, souvent il y a plusieurs salons de coiffure, plusieurs instituts de beauté, et tout le monde arrive à vivre. Et c'est vrai que les représentants des associations, des commerçants, je trouve que c'est important parce que justement, l'union fait la force et je pense que justement en accompagnant, en faisant des animations et autres, les commerçants ont beaucoup plus une étiquette et une vue par les gens qui viennent surtout consommer chez eux et voilà. Alors, la CNAMS rassemble 36 fédérations patronales. On peut aussi, vous avez parlé donc bien sûr de l'esthétique, de la coiffure et de la beauté, mais on peut aussi citer les podo-orthésistes, les prothésistes dentaires, les pressings, je sais pas moi, tous ceux qui s'occupent de nos animaux, les photographes par exemple, l'ameublement aussi fait partie de votre confédération. Et où en est la formation, parce qu'il y a eu un petit problème il y a eu, disons, l'union entre le RSI et l'URSSAF, et du coup, j'ai vu que la collecte des contributions à la formation a baissé de 72 à 33,8 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, Catherine Montesanto? Alors, à partir du moment où on regroupe et à partir du moment où on mutualise, forcément, il y a des choses qui sont compressées. Mais notre président national de la CNAMS, M. Bernard Stalter, qui œuvre beaucoup pour l'apprentissage, la formation et pour reconnaître l'artisanat en France, œuvre avec Mme Pénicaud. Tout ça est en bonne voie. Déjà, il y a des OPCA, des OPCO qui ont été recréés par rapport à notre branche professionnelle. Donc la formation revient petit à petit avec un financement. Tout ça va se mettre en place au fur et à mesure, mais il a beaucoup œuvré surtout pour l'apprentissage. Parce que nos métiers vont vivre et perdurer si on transmet notre métier et avec passion. Si vous m'avez entendu il y a quelques semaines quand je suis venue, je suis quelqu'un de passionné, donc la passion va aider les jeunes à se réaliser. Si les jeunes se réalisent, ils seront heureux à leur place, donc moins de violence, moins de mal-être. Ils se rendront compte qu'en apprenant un métier et en faisant bien leur métier, ils rendent les autres heureux. Donc si tout le monde est heureux, et ben, tout va bien. Bien sûr, Gaëlle Gérard. Et les jeunes, c'est notre avenir. C'est ceux qui reprendront nos entreprises et la transmission est importante. Donc la formation doit être la première chose. Moi, je vois en esthétique et la CNAIB, qui est ma confédération, on représente à peu près 64 000 instituts de beauté en France, dont 32 352 salariés, qui est quand même important. Et il faut savoir que rien que dans le 95, il y a 942 instituts de beauté. C'est énorme. Qui englobe en fait les spas, les esthéticiennes solo, les socio-esthéticiennes et les micro-entreprises.
Donc, c'est pour ça qu'il faut être tout ensemble pour pouvoir avancer et protéger nos métiers. Est-ce que vous avez du mal à recruter en ce moment ou à transmettre votre savoir-faire, ou est-ce qu'au contraire, les jeunes viennent facilement à tous les métiers, aux 36 professions qui sont regroupées au sein de vos confédérations? Alors, dans la coiffure, à l'heure actuelle, c'est un petit peu plus compliqué qu'avant. La coiffure est moins en vogue, on va dire, par rapport peut-être aux horaires, par rapport à la posture, par rapport peut-être aux apprentissages ou aux transmissions, peut-être par certains employeurs un peu moins pointus, mais peut-être aussi parce que l'éducation des jeunes est différente, donc c'est un peu plus compliqué de leur imposer des normes. Mais il y a toujours quand même des jeunes passionnés, on va parler de cela, parce que moi, en 45 ans de métier, j'ai formé 40 jeunes qui étaient tous passionnés, qui ont tous eu leurs examens, que ce soit les CAP, les BP, et il y en a au moins une dizaine qui sont installés et qui ont créé de l'emploi. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est que tous les métiers de service se regroupent, qu'ils adhèrent pour que nous soyons plus forts ensemble, pour la représentativité, parce que notre président, M. Bernard Stalter, nous représente pour avoir tout un tas de subventions, d'ouverture, de reconnaissance. Et quelquefois, les artisans sont seuls dans leur coin parce qu'ils n'osent pas, ils ne savent pas. Ils parlent très bien avec leurs clients, de leur métier, de ce qui est bien pour leur clientèle, mais quelquefois ils ont du mal à parler entre eux, comme expliquait Gaëlle tout à l'heure, parce que quelquefois ils ont peur de la concurrence, mais encore une fois, être tous ensemble, que ce soit dans un regroupement de villes, que ce soit dans un regroupement de métiers, ce qui est important, c'est que nous soyons beaucoup pour que M. Stalter qui nous représente soit plus fort, tout en haut, pour que nous soyons reconnus. Parce que vraiment, si les commerces de proximité ne perdurent pas et que l'on continue dans les grandes surfaces à l'extérieur des villes, je pense que nos villes vont avoir du mal à vivre. Vous ne pensez pas qu'il y a une prise de conscience en ce moment où justement les citoyens, nous les consommateurs, retournent vers le centre-ville? Est-ce qu'en ce moment il n'y a pas une hausse de la consommation en centre-ville? Alors, ils reviennent plus, bien sûr. Et là, je pense que ce qui va se passer la semaine prochaine va faire qu'ils vont venir chez nous, vu qu'ils ne vont pas pouvoir ni circuler en transport en commun, ni circuler en voiture. Donc, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de violence, mais pour les commerces de proximité, ils vont rester chez nous. Donc, ça va être bien. Voilà, donc pour vous, Black Friday et donc vendredi plus... Donc, jeudi, le 5 décembre, la grève nationale annoncée va faire que ça va pousser le commerce de centre-ville. Bien sûr. Bien ça. Alors, Gaëlle, Gérard, où en est le marché de l'esthétique? Est-ce qu'il se porte bien, puisqu'on voit que les ongleries se sont beaucoup développées ces dernières années? Comment se passe, où en est le marché de l'esthétique? Alors, il se développe beaucoup par rapport même au diplôme. Il y a des nouvelles, on va dire, dans les BTS. C'est un métier qui est de plus en plus reconnu. Notre corporation, en fait, a fait en sorte que les ongleries auraient dû passer pour avoir un diplôme. Et hélas, nous avons perdu la possibilité que les personnes qui créent des ongleries n'ont pas de diplôme d'esthétique. Comment c'est possible d'avoir perdu cette formation, ce diplôme? Vous voulez dire que maintenant n'importe qui peut s'installer hélas, oui. Sans formation, oui. C'est ça que vous reprochez finalement. Oui. Vous savez, nous avons, il n'y a encore pas si longtemps, le terme massage n'était pas accepté dans l'esthétique. Et justement, la CNAIB est là aussi pour se battre auprès de l'État pour revendiquer le terme massage. Et c'est il y a très peu de temps, depuis 2010, où on peut maintenant utiliser le terme massage au sein d'un institut de beauté. Oui, c'est parce que c'était un mot qui était considéré comme péjoratif, c'est ça que vous voulez nous faire comprendre? En fait, non, par rapport au médical, les kinés. Donc, vous voyez, malgré tout, les syndicats et les confédérations sont là vraiment pour nous représenter et nous accompagner.
et justement faire reconnaître nos diplômes et être reconnu et avoir un service d'écoute auprès de la clientèle. Oui, c'est en ça que la formation est importante, c'est ça que vous voulez dire aujourd'hui. Exactement. Alors ce mot de massage, maintenant, vous avez le droit de le mettre sur vos enseignes. Massage esthétique, oui. Mais bien sûr, on sait bien que c'est pas un massage comme le font les kinés, c'est là toute la différence. Ce n'est pas un massage thérapeutique, mais un massage voilà, dans le bien-être. Exactement. Alors, comment se passe, où en est l'activité économique, notamment en Val d'Oise, dans vos métiers? Comme je le disais tout à l'heure, les salaires, enfin, dans 95, c'est 32 000 de salariés. Après, des chiffres bien précis, je ne peux pas vous en donner exactement, mais c'est vrai que les spas prennent de plus en plus d'ampleur. Donc, il y a une évolution de la consommation vers l'onglerie et les spas. Alors, moi, je vais plutôt parler de bien-être et de tout ce qui est soins esthétiques et moins d'onglerie, si vous me permettez. Et donc, c'est vrai que les spas, le bien-être, les soins, les gens ont besoin de cocooning et d'avoir un endroit d'écoute et surtout de professionnalisme, parce que nous faisons les formations. Chaque marque a aussi des techniques de travail, et donc les esthéticiennes, praticiennes, les diplômes sont là aussi et les formations sont là aussi pour l'évolution. Voilà, donc évolution de la consommation, on a bien compris, avec une grande demande finalement autour du bien-être. Exactement. Merci beaucoup Gaëlle Gérard. Catherine Montesanto, quelles sont les revendications, j'allais dire, quelle est l'évolution de la consommation, quelles revendications les artisans font-ils en ce moment? Alors, les artisans veulent être reconnus pour le lien social. Parce que à partir du moment où les gens, comme on le disait tout à l'heure, sont moroses, et comme le disait aussi Gaëlle, les gens ont besoin qu'on s'occupe d'eux, ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin que l'on soit attentif à eux et qu'on les reconnaisse, chose qui est de plus en plus difficile à l'heure actuelle, puisque depuis plusieurs années, on développe plutôt l'Internet et la solitude. Donc on aimerait avoir moins d'obligations, moins de charges, moins de décrets, moins de, par exemple, dans les entreprises de coiffure, entre autres, mais partout ailleurs, on doit être accessible aux personnes à la mobilité réduite depuis quelques années. Mais moi, dans mon entreprise, je n'ai pas attendu qu'on me demande ce genre de choses. J'ai plusieurs personnes qui viennent en fauteuil roulant régulièrement. Donc voilà, il y a des entreprises qui peuvent être ouvertes au fauteuil roulant et d'autres où c'est plus compliqué. Pourquoi obliger tout le monde à être aux normes? Donc c'est quelque chose d'un petit peu compliqué qui demande des investissements aux artisans très importants et ils n'ont pas la trésorerie. Donc voilà, moins de normes, moins d'obligations et juste le droit au travail. Et aujourd'hui, pour les artisans, le droit au travail nous coûte très très cher. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que la reconnaissance, finalement, c'est plus une reconnaissance au niveau de l'État, c'est pas au niveau des consommateurs, c'est plus une reconnaissance au niveau de l'État ou de l'administration. De l'administration et des obligations. Parce que le consommateur, à partir du moment où il nous connaît, et plus nous serons en cœur de ville, et plus nous nous entraiderons, et plus les habitants resteront près de nous, plus ce sera facile pour tout le monde et plus tout ira bien. Mais alors en même temps, Catherine Montesanto, vous dites il faut arrêter de geindre, le français geint trop, on se plaint tout le temps. Or pourtant, il fait bon vivre en France. Mais bien sûr qu'il fait bon vivre ensemble, il faut arrêter dès le matin de soupirer et de se plaindre. À partir du moment où on exerce un métier par choix, et l'artisanat, il ne faut pas y aller par défaut, mais par choix. On est heureux de se lever le matin, on est heureux de rendre les autres heureux, et déjà de se lever avec le sourire, on va bien. Donc voilà, c'est important ça. Alors ça, c'est un message que vous voulez faire passer à tout le monde, quel que soit son âge. Bien parce que sûr. vous dites les salariés, finalement, ils font la tête le matin en arrivant au travail. C'est ça que vous dites. Alors, il y a quelque chose qui est développé à l'heure actuelle, une maladie qui s'appelle le burn-out. Et on travaille aussi à l'UNEC, donc
à l'Union nationale des entreprises de coiffeurs pour savoir si le burn-out est une maladie professionnelle. Bien sûr que non, le burn-out n'est pas une maladie professionnelle. Juste à nous, employeurs, sachons donner envie aux gens qui travaillent avec nous de venir travailler parce que on va être heureux, parce qu'on va partager, parce que tout va aller bien, plutôt que dès le matin, quand on arrive, dire des choses désagréables. Et le burn-out, pour moi, j'appelle pas ça une maladie. Alors bien sûr, il y a peut-être des endroits où c'est compliqué, peut-être dans les très grosses entreprises, mais non. Enfin, je sais que dans mon entreprise et celle de Gaël, quand on arrive le matin, on a le sourire, on est heureux de faire ce qu'on fait, et notre but est de rendre les gens heureux. Je pense que les commerces de proximité de cœur de ville, notre but, c'est de rendre les gens heureux. Et si on les rend heureux, tout va en découler, tout va aller bien. Donc il faut qu'on se mobilise tous, parce que l'artisanat est la première entreprise de France, et que nous allons faire pendant ce mois de décembre un plan anti-morosité grâce à l'artisanat. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez pour ce mois de décembre pour qu'on puisse bien finir l'année? Alors, tout à l'heure, Gaëlle parlait de massage. Donc, moi, par exemple, dans mon entreprise, je fais des massages du cuir chevelu bien-être avec des sièges adaptés, avec un cocooning au niveau de la chevelure et du cuir chevelu. Et après, j'envoie mes clientes chez Gaëlle. D'accord. Donc esthétisme et coiffure travaillent ensemble, ça on l'a bien compris. Et du coup, vous dites pour défendre la profession de l'artisanat, mais finalement, nous les Français, pourtant on est le premier pays touristique, on accueille beaucoup d'étrangers, mais on n'est pas assez souriant, on n'est pas assez accueillant avec les visiteurs, ceux qui poussent la porte d'un commerce. C'est ça aussi peut-être qu'il faut combattre, hein. Tout à fait, parce que moi, il m'arrive très souvent de pousser la porte d'un magasin. Et d'un seul coup, les personnes qui sont là pour s'occuper de moi toisent les gens, soupirent. Oh, quand une cliente rentre dans une entreprise, on ne soupire pas, on fait un grand sourire. Je reviens de quelques jours merveilleux à Bali. Là-bas, tout le monde a le sourire, alors que les conditions de vie sont beaucoup moins agréables qu'en France. Tout le monde est heureux. Alors je pense que c'est aussi une tournure d'esprit. Essayons de tourner notre esprit pour voir plutôt les bonnes choses que nous avons ici, pour, avec le sourire, combattre ce qui ne nous convient pas. Et donc ça, c'est un message que vous voulez faire passer au niveau de la CNAMS, finalement? C'est ça. Regroupons-nous pour essayer, comme le disait Gaëlle tout à l'heure, de discuter ensemble de nos problèmes, parce que, bien sûr, dans les entreprises artisanales de services, il y a des soucis. Donc, en débattre ensemble pour essayer de trouver des solutions, se regrouper et pour arriver à mieux faire les choses. Donc, en fait, il faut combattre notre esprit individualiste, finalement. C'est ça aussi le second message qu'on peut dire pour la CNAMS aujourd'hui. C'est ça. C'est-à-dire qu'on pense que partager trop, c'est favoriser la concurrence, mais la concurrence n'est pas déloyale à partir du moment où nous sommes tous artisans et tous regroupés pour le bien-être des gens qui viennent nous voir. Alors Gaëlle Girard, quelles sont les demandes des artisans qui viennent vous voir, qui viennent adhérer à la CNAIB notamment, par exemple? Est-ce qu'il y a une demande particulière des patrons finalement, des patrons de tous ces métiers? Alors la plupart du temps, les personnes qui contactent justement ma confédération, c'est souvent un litige, soit avec un salarié, mais avant tout, les personnes viennent surtout d'être accompagnées. Donc, par exemple, au sein de la CNAIB, vous avez une assurance pour les mains. Maintenant, depuis cette année, vous êtes obligé d'avoir un médiateur, d'annoncer un médiateur sur votre site internet et autres. Nous avons un lien avec un médiateur. Nous avons des regroupements d'entreprises, des marques et des avantages avec des fournisseurs. Et puis aussi, ce qui est important, c'est le développement durable. Je crois que c'est important aussi de s'occuper de notre chère terre et d'avoir des esthéticiennes qui puissent avoir une écoute sur l'éco-responsable au sein de son entreprise. Et vous avez également des conseils juridiques et, le plus important, la formation.
aussi pour les esthéticiennes. Oui, parce que c'est important vu qu'on joue avec la peau et donc c'est quand même... Il faut savoir que pour le diplôme, vous avez 2 ans de CAP, 2 ans pour faire un BP ou un bac professionnel. Donc déjà, une esthéticienne pour s'installer est obligée d'avoir un CAP. Et c'est depuis peu, justement. Donc c'est bien que le métier soit reconnu. Et donc c'est vrai que la CNAIB est là aussi pour accompagner. Et il faut savoir qu'elle n'accompagne pas que les professionnels. Elle accompagne également les jeunes filles qui sont à l'école. Elles ont des conseils pour trouver également peut-être des stages ou des entreprises pour leur futur. Pour leur futur. Et autre point important, vous disiez, c'est quand on a sa propre activité, c'est de bien choisir son expert comptable. Et qu'il y a des experts comptables spécialisés dans votre métier. Il est important, je crois que c'est primordial d'être bien accompagné dans sa profession, surtout au niveau de la comptabilité. Nous avons eu des exemples auprès du RSI, justement, où certains comptables n'avaient pas fait ce qu'il fallait au niveau du bilan et ont eu des rattrapages énormes. Et c'est là que d'avoir un lien important avec son comptable et expert comptable, c'est une entreprise saine, qui puisse être équilibrée et avancer sans crainte. Alors là, est-ce que c'est aussi, pour toutes les deux peut-être, des consignes que les confédérations donnent, c'est au niveau juridique, fiscal et administratif? Est-ce que là aussi vous suivez l'actualité pour faire passer les messages auprès de vos adhérents? À partir du moment... Catherine Montesanto. Excusez-moi. À partir du moment où nous appartenons à notre organisme professionnel, ils peuvent nous conseiller des comptables, des experts comptables, du juridique spécifique à notre profession. Donc à partir du moment où nous sommes adhérents, il y a un numéro de téléphone que l'on peut contacter tout le temps, où déjà ils nous donnent les premiers indices pour résoudre un problème juridique ou un problème comptable. C'est pour ça que c'est très important d'adhérer à un groupement. Et donc nous, pour la CNAIB, vous recevez des newsletters régulières pour les changements de loi selon notre profession. Donc ce qui nous permet d'être au courant de ce qui se passe et les changements de loi également. C'est ça. Quel message voudriez-vous faire passer aujourd'hui en tant que présidente de la CNAMS du 95, Catherine Montesanto? Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut tous qu'on se mobilise, que l'on adhère à la CNAMS, pour être tous plus forts ensemble, pour demander à l'État de nous reconnaître, de nous aider, d'arrêter de nous imposer des normes, et que grâce à tout ça, eh bien, nous allons pouvoir être plus joyeux et faire un plan anti-morosité pour les fêtes. Pour les fêtes notamment, bien sûr. Voilà. Donc, et vous, Gaëlle? Moi, je dirais que les commerçants, en général, dans les centres-villes, se rapprochent de leur association de commerçants. Et que de pouvoir faire les choses ensemble et de pouvoir justement évoluer. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces messages. Effectivement, les fêtes arrivent, il vaut mieux être plein d'espoir et que tout se passe bien pour tout le monde cette année. Je voudrais rappeler notre grand jeu jusqu'à Noël. Toutes les semaines, on vous fait gagner un pack Sérénité Darty, une solution de sécurité pour 5 de vos appareils. Comment? C'est tout simple. Vous nous laissez vos commentaires sur Facebook. On va vous poser quelques questions dans la journée aujourd'hui. Je vous propose tout simplement d'y répondre. Donc, vous allez sur la page Barre de l'économie sur Facebook. Et puis, lundi matin, le nom d'un gagnant sera annoncé dans cette émission. On va tout de suite rejoindre Pascal Boniface pour son interview du jour. Pascal Boniface, c'est le directeur de l'Institut des relations stratégiques internationales. Il reçoit Romuald Sciorra, qui avec Anne-Cécile Robert vient de publier « Qui veut la mort de l'ONU » aux éditions Erol. Bonjour Pascal. Qui travaille depuis déjà de nombreuses années sur l'ONU et qui vient de publier avec Anne-Cécile Robert aux éditions Erol « Qui veut la mort de l'ONU ». Alors avec un point d'interrogation quand même,
Est-ce que la situation est si grave que ça? On entend bien effectivement les attaques des États-Unis sur les Nations Unies, mais pas seulement des États-Unis. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a un danger de vie ou de mort pour les Nations Unies? Oui, il y a un sérieux danger de vie ou de mort pour les Nations Unies et le multilatéralisme en général. Les Nations Unies étant l'outil principal du système multilatéral, l'organisation est évidemment la première visée. Donc oui, il y a un danger de mort. L'ONU disparaît progressivement depuis déjà un bon moment de la scène politique internationale. Et cela ne va que s'accentuer malheureusement dans les prochaines années. Est-ce que cette inquiétude n'est pas excessive? Parce que finalement, il y a un secrétaire général, il y a des institutions, des réunions annuelles, des réunions régulières. Est-ce que vous pensez vraiment que tout d'un coup, on pourrait dire, eh bien, ça y est, l'ONU, on ferme la porte, on rase l'immeuble, ou en tout cas, on le vend, et l'organisation cesse de vivre? Non, je ne pense pas être excessive quand on voit le comportement de Donald Trump avec les institutions multilatérales ou les traités qui ont pu être signés et dont il se retire, quand on voit la baisse déjà des aides financières des États-Unis au maintien de la paix. Non. Je pense sincèrement que l'ONU est sur la pente qui va la voir disparaître, comme je le disais, de la scène politique internationale. On ne va pas mettre les clés sous la porte. Les Nations Unies existent depuis maintenant près de 80 ans, 70 ans. Je pense que les Nations Unies seront toujours là dans 20 ans. Mais l'organisation va progressivement se transformer en une super agence humanitaire réalisant un travail extraordinaire en ce qui concerne le développement, les droits de l'enfance, les droits de l'homme, l'UNESCO, etc. Mais l'ONU politique, telle que l'organisation a pu être rêvée et pensée après la Seconde Guerre mondiale, va progressivement disparaître et il est déjà plus qu'un simple figurant sur la scène politique internationale. Vous parlez de réunions, de sommets, etc. Les réunions et les sommets internationaux à l'ONU sont plus quelque chose de... les grandes décisions sont prises aujourd'hui dans des ensembles un peu plus, soit régionaux, soit des groupes comme le G20 ou le G8. Mais l'ONU, telle que vous en parlez, telle qu'elle a été rêvée par les rédacteurs de la Charte, est-ce qu'elle n'a jamais existé? L'ONU n'a jamais joué ce rôle de gardien de la sécurité collective, elle n'a jamais été le gendarme du monde, néanmoins elle a été utile. Donc est-ce que vous ne faites pas une comparaison entre ce que l'ONU pourrait être idéalement et ce qu'elle est réellement, et qu'elle n'a jamais été ce qu'on a rêvé? Donc est-ce qu'il y a vraiment une dégradation? Je veux dire par là, pour être plus clair, est-ce qu'il y a vraiment une dégradation du rôle et de la situation de l'ONU par rapport aux 70 dernières années? L'ONU n'a jamais été véritablement ce que l'on pouvait espérer après la Seconde Guerre mondiale, mais l'idée était vivante. C'est comme si nous parlions des droits de l'homme à travers le monde. L'idée est toujours vivante en ce qui concerne les droits de l'homme. Par contre, l'idée onusienne n'est plus présente et complètement inexistante. Donc l'ONU n'a jamais été peut-être aussi efficace que l'on aurait pu l'espérer, mais quand même l'ONU a quand même joué un rôle important durant la guerre froide. L'ONU a joué un rôle très important après la chute de l'Union soviétique, un moment où on aurait pu espérer qu'en fin de compte elle devienne ce grand parlement de l'humanité pour lequel elle avait été créée. Aujourd'hui, même l'idée de l'ONU, l'idée de base de l'ONU a disparu. Est-ce que le grand tournant n'a pas été à ce moment clé de la disparition de l'Union soviétique, parce que en 1991, Gorbatchev accepte de sanctionner l'Irak, qui était l'allié de l'Union soviétique, et pour la première fois, le chapitre 7 fonctionne tel qu'on l'a prévu. Pour la première fois, il y a une action de sécurité collective pour punir un pays qui a violé le droit international, en annexant le Koweït. Et puis ensuite, plus rien. Est-ce que c'est pas là, finalement, au moment où Gorbatchev lâche son allié pour ne plus faire comme avant, le droit de veto protégeant l'allié de chaque superpuissance, est-ce que c'est pas là que se sont jouées les choses et que l'ONU, du fait du refus américain de continuer à travailler avec Gorbatchev, de lâchage de Gorbatchev, est-ce que c'est pas là que tout s'est joué? Oui, tout à fait. En 1992, nous avons vraiment pu espérer que l'ONU, comme je le disais, remplisse sa fonction, la fonction pour laquelle elle avait été créée. Nous avons eu le premier Conseil de sécurité au niveau des chefs d'État, ce qui était quelque chose de très important, un nouveau secrétaire général qui allait publier ses 3 agendas pour la paix, pour le développement et Boutros-Ghali, et un président américain qui avait été ambassadeur auprès des Nations Unies dans les années 70, George Bush,
père. George Bush père était un homme qui avait une véritable vision multilatérale du monde, qui avait pris conscience avec l'aide de son conseiller à la sécurité nationale, Brent Scowcroft, des enjeux et du nouvel ordre mondial qui se dessinait après la chute de l'Union soviétique. Et même si on amorçait l'époque de la superpuissance, future hyperpuissance américaine, tous deux avaient bien compris que cette période ne serait que transitoire et que si les États-Unis voulaient continuer à tirer les ficelles de l'ordre international, il fallait pour cela que les USS se servent justement de l'outil multilatéral qui était l'ONU. Donc il y a eu tout ce moment très positif pour l'ONU en 92, l'arrivée de Boutros Ghali, qui était un véritable visionnaire, George Bush, Scowcroft. Malheureusement, pour ce qui est de l'ONU, George Bush a perdu les élections, Bill Clinton a été élu, et d'une manière un peu ironique, c'est une administration démocrate qui a sans doute desservi pour longtemps les intérêts des Nations Unies. En faisant quoi? Par quels moyens? Par quelle volonté? Par quelle action? L'administration Clinton s'est attaquée, alors qu'il a la réputation pour beaucoup d'avoir été plus multilatéraliste que d'autres. En quoi l'action de l'administration Clinton a été néfaste à l'ONU? Il n'y a pas eu de volonté de l'administration Clinton de nuire aux Nations Unies. Clinton avait une certaine vision du monde qui correspondait à ce que l'on peut espérer d'un démocrate. Simplement, je pense qu'à l'époque, il n'avait pas l'expérience nécessaire et il n'avait surtout pas une vision qu'il a eue par la suite. Bill Clinton est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais il n'avait pas une vision des grands enjeux internationaux. Je pense qu'il n'avait pas véritablement compris l'importance que le système multilatéral pouvait représenter pour le futur des États-Unis, et il a été très très vite absorbé aussi par des problèmes domestiques. Il avait comme secrétaire d'État Warren Christopher, si je ne me trompe, et comme ambassadrice auprès des Nations Unies, Madeleine Albright. De la part de Albright, il n'y avait pas non plus une volonté du tout, bien au contraire, de nuire aux Nations Unies. C'est que plutôt, ils se sont très vite comportés un petit peu comme les dirigeants de la seule superpuissance restant dans l'ordre international. Ils se sont confrontés à Boutros Ghali, qui n'a pas toujours été un secrétaire général facile non plus pour l'administration américaine, et les États-Unis progressivement se sont un petit peu détournés de l'ONU pour tout ce qui a été l'ex-Yougoslavie, etc., etc. Donc il n'y a pas une volonté de se détourner de l'ONU, il y a plutôt un manque, je pense, de perception de l'ordre international qui se mettait en place durant le premier mandat de Bill Clinton, ce qui a conduit à toutes ces frictions avec les Nations Unies. Et en 1996, Boutros Ghali a voulu se représenter pour un second mandat. Madeleine Albright s'y est farouchement opposée, ce qui a conduit à l'élection de Kofi Annan. Là, les relations ont été un petit peu différentes. Mais, pour les raisons que nous venons d'évoquer, oui, la grande opportunité de placer l'ONU au centre de la scène internationale comme un véritable, entre guillemets, parlement de l'humanité a été manqué durant le premier mandat de Bill Clinton. Mais en niant un peu le rôle que l'ONU peut jouer, est-ce que vous ne méconnaissez pas en fait le rôle quotidien, toute la prévention, tous les contacts que cela permet? Est-ce que finalement dans votre critique, une sorte de déception amoureuse de ce que l'ONU pourrait être, vous n'allez pas rejoindre ceux qui s'opposent à l'ONU par principe, par volonté, qu'il n'y ait pas un organisme mondial ou supranational? Donc est-ce que malgré tous ses défauts, on ne peut pas dire de l'ONU, à l'instar de ce que Churchill disait sur la démocratie, que c'est le pire des systèmes à l'instar de tous les autres? Est-ce que néanmoins l'ONU n'est pas utile et indispensable? L'ONU est évidemment utile et indispensable. L'ONU continue à jouer un rôle capital en ce qui concerne le développement, la lutte pour les droits de l'homme, pour les enfants, pour les femmes. Dans de très nombreux pays, comme vous le savez, l'ONU est quasiment le seul espoir pour les populations. Non, l'ONU est très utile. J'entends que l'ONU, grand forum politique, seule représentation supranationale, un tant soit peu démocratique, n'existe plus, a été supplanté par les ensembles, par les organisations régionales ou par des organisations non démocratiques telles que le G8, G7, G20. Mais oui, l'ONU est utile, l'ONU est indispensable, l'ONU disparaît progressivement de la scène politique internationale, mais nous devons continuer à la soutenir, continuer à essayer d'apporter les réformes nécessaires, et sans doute un jour elle pourra
si ce n'est trouver la place que l'on aurait souhaité pour elle, se réformer et répondre aux attentes qui seront les nôtres d'ici 20-30 ans. Mais les réformes sont notamment celles du Conseil de sécurité, de son élargissement possible, qui est réclamé depuis longtemps et en même temps qui est bloqué par les actuels membres du Conseil de sécurité. Donc est-ce que l'on n'est pas dans une impasse dans la mesure où ni la Chine ni les États-Unis ne veulent ouvertement l'élargissement du Conseil et que la Russie ne se précipite pas pour y aider? Oui, on est dans une impasse, les choses ne vont pas évoluer. La réforme du Conseil de sécurité est un vieux serpent de mer. Chaque fois qu'un secrétaire général est élu depuis 20-30 ans, il est là pour aider à la réforme du Conseil de sécurité. Tous les chefs d'État entrant en fonction disent « Ah, on va pousser, ça n'arrivera jamais ». Cela se passera le jour où l'ONU sera intégralement reformée ou qu'elle laissera la place à une troisième génération d'organisations internationales après la Ligue des Nations, les Nations Unies, une troisième génération qui là sera peut-être plus représentative de l'ordre international. La semaine dernière, il y a eu le Forum de Paris sur la paix. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est venu s'exprimer et il a peut-être finalement préempté vos critiques en mettant en avant toutes les réussites de l'ONU, notamment l'éradication de certaines maladies, la variole, le fait que l'extrême pauvreté est reculé de façon très considérable. Alors, est-ce qu'il n'y a pas tout ce travail moins visible, non pas de l'ONU, alors bien sûr il y a l'ONU, le Conseil de sécurité qui prend les grandes décisions sur la paix, mais est-ce que ce travail des institutions spécialisées, des organismes subsidiaires de l'ONU, de l'OMS, OHR, n'est pas finalement méconnu, et alors qu'il fluidifie de façon extrêmement forte la vie internationale? Tout à fait, c'est ce que nous développons d'ailleurs dans plusieurs chapitres du livre avec Anne-Cécile Robert, bien sûr. Mais il faut savoir de quelle ONU on souhaite parler. Si on parle de l'ONU humanitaire, de l'ONU de l'OMS ou de l'UNESCO, ce qui est l'Organisation des Nations Unies pour la Culture, l'ONU continue à remplir un rôle unique et extraordinaire. Si on parle de l'ONU politique, et c'est de celle-ci dont nous parlons, celle-ci a disparu progressivement de la scène internationale au détriment des G20 et G8. Mais oui, l'ONU, comme agence culturelle, humanitaire, de protection de différents droits, est toujours vivante et remplit un rôle extraordinaire à travers le monde. Comment jugez-vous l'action du nouveau secrétaire général? On avait beaucoup d'espoir puisque le moins que l'on puisse dire, c'est que le précédent avait été un peu coincé quand même. Et est-ce que, alors bien sûr, il n'est pas facile d'être secrétaire général des Nations Unies lorsque l'on a Donald Trump comme président des États-Unis en face. Comment jugez-vous l'action d'Antonio Guterres depuis qu'il a été élu, donc depuis une dizaine de mois? Guterres pensait être le secrétaire général de l'ère Clinton, Hillary Clinton. Il se retrouve, comme vous dites, le secrétaire général de l'ère Donald Trump, ce qui est très différent. Néanmoins, je crois qu'il y a beaucoup de déceptions autour d'Antonio Guterres. La plus importante est qu'il cataloguait son prédécesseur d'homme invisible. Antonio Guterres est très peu présent et je pense qu'il a loupé l'opportunité d'être une voix, pas une voix contre Trump, mais la voix des peuples qui auraient pu s'exprimer en opposition à la plupart des actions belliqueuses du président des États-Unis. Un petit peu comme le président Macron pendant pas mal de temps, on a l'impression que Antonio Guterres a peur des États-Unis. On peut le comprendre d'un certain côté, vu que les États-Unis ont déjà quitté l'UNESCO, l'Iran Deal, une baisse significative sur le budget du maintien de la paix. On n'est pas à l'abri de voir les États-Unis se retirer progressivement d'une manière... Pas comme de l'UNESCO, quand même. Non, je ne pense pas, mais avec Donald Trump, vous savez, Donald Trump aujourd'hui ne va pendant les 2 prochaines années ne plus pouvoir faire grand-chose au niveau intérieur. Donc s'il veut continuer à flatter son électorat, c'est sur la scène internationale qu'il va s'exciter. La prochaine cible, facile, est l'Organisation des Nations Unies, c'est évident. Donc je ne pense pas que les États-Unis quitteront l'ONU. Mais je pense qu'ils vont annoncer, peut-être même au cours de cette année, une baisse très importante de leur contribution au budget de l'ONU. Donc on peut comprendre qu'Antonio Guterres ne souhaite pas heurter trop violemment le président des États-Unis. Mais, même si l'on comprend cela, on aurait pu espérer qu'il soit un peu plus présent et qu'il soit un peu plus réactif à certaines décisions américaines. Donc Antonio Guterres déçoit. L'homme est de grande qualité, mais il déçoit par son manque de réaction et de présence sur la scène internationale.
Vous suivez ces affaires-là depuis très longtemps. Comment vous jugez l'action du Conseil de sécurité, ou plutôt, est-ce que la France se sert du Conseil de sécurité comme un multiplicateur de puissance? Est-ce que dans la configuration actuelle du Conseil de sécurité, la France joue un jeu particulier, et est-ce qu'elle arrive à peser un peu plus que son poids réel dans les instances de l'ONU? Donc bref, est-ce que la façon dont la France veut défendre l'ONU et le multilatéralisme est également dans l'intérêt national français? Bien évidemment. Le siège permanent de la France au Conseil de sécurité est sans doute notre dernier levier de puissance au niveau international. Oui, tout à fait. Et concrètement, comment se passe Nikki Haley va quitter l'ambassadrice américaine. Est-ce que il y avait une bonne relation de travail malgré tout avec les autres membres permanents du Conseil de sécurité? Nikki Haley est probablement la seule personne aujourd'hui dans l'administration Donald Trump, un tant soit peu raisonnable et capable de dialoguer avec les alliés d'une manière constructive. Il va y avoir, je pense, un nouvel ambassadeur qui sera beaucoup plus représentatif de la nouvelle administration, de tous ces changements qui ont lieu au sein de l'administration Trump. Ce dernier a aujourd'hui, pour la première fois en 2 ans, une équipe solide qui partage chez lui Mike Pompeo comme secrétaire d'État et John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale. John Bolton qui a été ambassadeur à l'ONU et qui n'a pas un grand amour pour l'organisation onusienne. Qui a été ambassadeur sans l'être officiellement. Il avait été nommé par le président, mais comme vous le savez, l'ambassadeur auprès des Nations Unies fait partie du cabinet du président des États-Unis, donc doit être approuvé par le Sénat. Et Bolton n'a jamais pu être approuvé par le Sénat. Donc il est resté en place pendant 2 ans à peu près, sans être officiellement reconnu comme ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies par le Sénat américain. John Bolton n'a jamais caché sa haine, on peut le dire, sa haine du système multilatéral et de l'organisation et de la haine qu'il éprouve pour l'organisation des Nations Unies. Donc aujourd'hui, John Bolton a toutes les manettes en main. C'est surtout lui qui est en charge du dossier ONU et Organisation internationale, Mike Pompeo plutôt sur les relations bilatérales. Donc on peut imaginer que le nouvel ambassadeur ou la nouvelle ambassadrice auprès de l'ONU sera quelqu'un très proche des idées de John Bolton. Donc les relations entre les représentants permanents auprès du Conseil de sécurité risquent d'être assez tendues dans les mois et les 2 années à venir. Vous vivez à New York depuis une quinzaine d'années, mais vous allez souvent à l'intérieur des États-Unis. Alors, est-ce que pour beaucoup d'Américains, il y a ce mythe de l'ONU qui serait le gouvernement mondial qui s'attaque à l'intérêt national américain et que donc cette méfiance, est-ce que quand vous sortez de New York, bien sûr à New York ça va être différent, mais quand vous sortez de New York, est-ce que vous sentez cette hostilité de l'Amérique profonde face au système onusien? On l'a senti pendant de nombreuses années. D'une manière très claire et très évidente. Aujourd'hui, je dirais malheureusement, on ne la sent plus puisque plus personne ne s'intéresse ou ne pense aux Nations Unies, aux États-Unis. Est-ce que les Chinois, comme on le dit, prennent une importance de plus en plus grande en investissant les différents postes? Est-ce que la Chine devient le pays qui monte dans l'institution onusienne? Tout à fait. Mais d'une manière assez discrète. Comme toujours, la diplomatie chinoise est assez discrète, donc il y a de plus en plus de représentants du gouvernement chinois dans les grandes instances onusiennes, mais pas spécialement dans les postes les plus élevés. Il n'y a pas de nombreux secrétaires généraux adjoints qui soient chinois. C'est plutôt dans les postes subalternes, conseillers ou dans les différents départements. Mais oui, définitivement, l'influence chinoise est de plus en plus forte au sein des Nations Unies. Mais ce n'est pas non plus une mauvaise chose, ce n'est pas si négatif. La France, de plus en plus, collabore avec Pékin au Conseil de sécurité. La place de leader est laissée vacante par les États-Unis. Donc oui, tout à fait. Mais est-ce que du coup, si la Chine occupe une place de plus en plus importante, est-ce qu'elle n'a pas intérêt à ce que l'ONU soit plus vivante elle-même et plus importante si la Chine s'y investit? Bref, est-ce que le désamour américain peut être compensé par un regain d'intérêt d'autres membres permanents? Oui et non. La Chine a tout à fait conscience que l'ONU dans le jeu multilatéral est un outil indispensable pour elle, un petit peu comme l'administration américaine à l'époque de George Bush père. La différence, c'est que la Chine n'est pas amoureuse de
ce que représente l'ordre multilatéral. La Chine cherche plutôt à servir ses intérêts. Donc ses intérêts passent par une plus grande présence au sein du système des Nations Unies, mais cette présence, je ne pense pas que cette présence aidera à développer le système multilatéral au sens où nous l'entendons et l'espérons. Il y a beaucoup de reproches qui sont faits au système onusien par rapport aux droits de l'homme que vous évoquiez en début d'entretien. Est-ce que finalement une organisation internationale composée d'États peut sérieusement s'occuper des droits de l'homme, ou est-ce qu'il n'y a pas toujours le risque de blocage, le fait que l'Arabie Saoudite préside actuellement le Conseil des droits de l'homme prête quand même un petit peu à une certaine confusion. Oui, mais je crois que dès que l'on parle d'une organisation supranationale, nous devons comprendre que même toutes les nations, tous les États de la planète, mais je te jure, c'est même mort après. Donc il est très important évidemment d'aider à non, mais j'ai entendu qu'effectivement c'était un peu la différents pays. Non, par moment, Christophe, je sais pas, il était un peu hésitant. Mais c'est pas une panique, c'est qu'on était respecter la vision. Si t'as raison. Parce que oui, les droits de l'homme, oui, parce qu'en fait, Bernard n'a pas réussi à se présenter au début de l'émission, et je sais qu'il y a des faux rires. Je pense qu'il serait stérile d'heurter du front avec Bernard. Il a dit à Bernard progressivement et qui n'entraîne plus dans une forme de... Oui, c'est ça que j'ai entendu. Si, ça y est, je m'en souviens. Oui, mais de là quand même à donner la présidence d'un comité de du mal à se retenir. Marge de manœuvre, quand même, est-ce qu'il n'y a pas une ironie dans cette affaire? Il y a une ironie, mais d'un certain côté, un moment, c'était Kadhafi qui avait la présence de l'Assemblée Générale, qui avait une forte présence au Conseil des droits de l'homme. Bien sûr, je te jure, c'était trop. Mais est-ce qu'il vaut mieux... En plus, balade musicale, super sérieux. Tenir complètement à part, ou est-ce que... Ah, c'est génial, mais c'était... J'ai entendu, effectivement. Maintenant que tu me dis, c'était génial, putain. Au moment comme ça, des droits de l'homme en Arabie Saoudite, cela a aidé. C'est bien parce que tu vois, c'est des... En fait, ils sont sérieux, mais... Voilà, c'est un avocat, etc. Je ne pense pas, on ne doit pas espérer, on ne peut pas attendre de chaque État une réaction semblable à celle que nous pouvons avoir dans nos pays occidentaux. Donc, au contraire de certaines personnes, je pense que ça peut être ironique, mais je pense que ce n'est pas une si mauvaise chose d'ouvrir parfois des positions importantes avec l'Arabie Saoudite au sein du Conseil des droits de l'homme. Pour conclure cet entretien, l'ONU, selon vous, n'assure pas son rôle de gardien de l'ordre dans le monde, mais qui le joue si ce rôle est joué. J'ai fait le début de... Comment ça s'appelle de l'indicatif barre d'économie l'autre, parce que tu m'as dit qu'il manquait... J'ai pris en fait le début de l'autre. Donc ce sont les États qui n'aident pas l'organisation supranationale à assumer son rôle. Qui l'assument, malheureusement, cela se fait de plus en plus à travers des groupes comme le G7 ou le G20, ou à travers des relations bilatérales. Malheureusement aujourd'hui, l'ONU n'étant plus qu'un figurant sur la scène internationale, je crois que personne d'autre véritablement ne remplit cette fonction. Merci Romuald Sciorra. Je revois la lecture de votre livre, coécrit avec Anne-Cécile Robert, Qui veut la mort de l'ONU? Ça vient de paraître aux éditions Erol avec un sous-titre dramatique, Du Rwanda à la Syrie, Histoire d'un sabotage. Merci beaucoup à tous pour votre présence en studio ce matin. Je vous rappelle merci beaucoup à tous pour votre présence ce matin. Je vous rappelle notre grand jeu jusqu'à Noël, à toutes les semaines à gagner un pack Sérénité Darty. Donc comment pour le gagner? Eh bien tout simplement, vous laissez vos commentaires sur la page Facebook Barre de l'économie et le lundi matin, eh bien le regagnant sera annoncé. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et bien sûr, je vous retrouve dès demain matin avec plein d'invités et notre co-animateur demain sera Dominique Flora. Bonne journée.